Suivez Actu 30 au cœur de l'actualité. Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. Guerre à l'Est, pas de langue de bois pour la RDC. Le chef de l'État a dit la position de son pays à son homologue angolais. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula a appelé le Conseil de sécurité à sanctionner le Rwanda. Et à Kinshasa, la vice-première ministre Bazaiba Eve a touché les 3 mots de la RDC à l'ambassadeur rwandais convoqué pour ce faire. Soutien total au FARDC à Bukavu, ville voisine de Goma. On a battu les pavés et les sirènes de motos et véhicules ont retenti pour condamner les Rwandais et exiger la paix à l'Est. Un journaliste à Makala, après la plainte déposée par un autre journaliste, l'affaire fait bruit. Dans une déclaration lue ce mercredi, un collectif de chevaliers de la plume dit son indignation face à cette situation. Tous les détails à suivre dans ce journal. Calicot en main, sifflet et chansons, les habitants de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, sont descendus dans la rue pour une marche pacifique ce mercredi 1er juin en signe des protestations contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda par les trichements du mouvement rebelle M23. Témoignant ainsi leur solidarité à la population voisine du Nord Kivu, des centaines de personnes ont pris d'assaut la place Monseigneur Mouziroy sur l'avenue Patrice Emery Lumumba, point de départ de la marche, organisée par la nouvelle dynamique de la société civile et des mouvements citoyens. Cette marche pacifique a connu comme point de chute le gouvernorat de la ville où un mémo adressé au chef de l'État a été lu par le président de la nouvelle dynamique de la société civile. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme si toute cette souffrance ne suffisait pas, voilà une nouvelle guerre d'agression qui s'invite, planifiée et exécutée méticuleusement par notre voisin, le Rwanda. Ce pays qui a toujours eu des ambitions expansionnistes et des regards envieux sur nos richesses et ressources n'est pas à son premier forfait. C'est une visite officielle de quelques heures que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectuée ce mardi 31 mai 2022 à Luanda, capitale de la République sœur d'Angola. Arrivé en début d'après-midi, le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères avant de traverser la haie d'honneur lui réservée par la garde d'honneur angolaise. Juste après, le cortège présidentiel s'est rendu au palais présidentiel angolais où l'attendait son homologue Joao Lourenço. Le président angolais, également président en exercice de la CIRGL, la conférence internationale des pays des Grands Lacs, mène une démarche de médiation pour une baisse de la tension et un règlement pacifique du différend entre la RDC et le Rwanda suite aux attaques du groupe terroriste M23 contre le FARDC et la mise en évidence d'un soutien du Rwanda à leur égard. C'est que Kinshasa a dénoncé vivement ce mardi. Les Congolais et Angolais ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures centré sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs et le différend entre Kigali et Kinshasa. Ceci faisant suite à la démarche du président Macky Sall, président de l'Union africaine, qui a parlé distinctement dimanche et lundi avec chacun des présidents Tshisekedi et Kagame dans la quête d'une solution pacifique dans les différends entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais devrait d'ailleurs s'entretenir aussi avec son homologue rwandais dans la journée. La RDC, par la voix de son président, a fait savoir qu'elle veut la paix, mais une paix juste et basée sur la confiance et la sincérité des engagements. Sans être belliqueuse, la République démocratique du Congo défendra avec détermination sa souveraineté. C'est en fin d'après-midi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Faisant l'intérim de son collègue des Affaires étrangères en mission à New York, c'est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaiba Massoudi, qui a transmis à l'ambassadeur rwandais accrédité à Kinshasa le message de protestation et de désapprobation du gouvernement face au soutien que son pays apporte au groupe rebelle M23. Cette mise en garde sévère au Rwanda a été faite sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et de l'exécutif national. C'est sur instruction du chef de l'État via le Premier ministre et chef du gouvernement
Nous avons donc invité l'ambassadeur du Rwanda pour lui signifier 3 mots. Le premier, c'est la protestation, n'est-ce pas, du gouvernement congolais face à ce qui arrive. Le deuxième mot, c'est la désapprobation. Et le troisième mot, c'est une mise en garde sévère du comportement de la République du Rwanda vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Au sortir de cette convocation, Vincent Karega, ambassadeur de la République du Rwanda en RDC, a semblé avoir la langue de bois. Oui, il s'agit d'un message à remettre à Kigali concernant les turbulences actuelles dans les relations diplomatiques. Est-ce que d'estimer je suis un envoyé du Rwanda et je suis reçu par la RDC, c'est aux 2 pays d'estimer la nécessité et la durée de ma présence. Le message est destiné à la République du Rwanda, à mes autorités. Je ne peux pas dévoiler le message des autorités, à moins que la RDC dévoile le contenu. Mais moi, en tant qu'ambassadeur, je suis porteur du message. Jusqu'avant l'arrivée à destination, je n'ai rien à dévoiler. Par ailleurs, il faut noter qu'à l'issue de la dernière attaque du M23 dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, le Rwanda est indexé comme allié à ces mouvements du 23 mars. Vous avez parlé aussi des sanctions, de la lutte contre l'impunité. Il faut y aller. Il faut y aller, mais vous savez, quand on parle sanctions, et on sait que le rapport mapping est dans les archives. Mais Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les condamnations à ce niveau, combien de fois? Ne croient aux condamnations que ceux qui ont de la morale, que ceux qui sont foi ont la raison, que ceux qui ont de l'humanisme et que ceux qui croient en l'ONU. Ces mots prononcés d'un ton ferme et de manière claire sont ceux de Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Dans son mot, Christophe Lutundula a rappelé que le gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour faire taire les armes à l'est. Nous disons, nous, peuple congolais, nous disons que nous avons confiance aux Nations Unies et à ses dirigeants. Et c'est pour cela, Madame la Présidente, que nous restons à votre disposition. Nous restons à la disposition de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour que nous puissions ensemble promouvoir une solution de paix dans les plus brefs délais afin de mettre fin à la souffrance. Conseil de sécurité, assumez vos responsabilités. Il a en outre affirmé que la RDC reste ouverte aux initiatives politiques et diplomatiques pour dialoguer et régler pacifiquement le retour de la paix et à moindre coût. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a affirmé que les Congolais sont déterminés comme jamais à défendre l'intégrité territoriale de leur pays. C'est depuis la ville de Goma que Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, a animé la conférence de presse de la MONUSCO de ce mercredi. La situation sécuritaire dans les zones des conflits en général et les attaques des éléments M23 en particulier. Dans son speech, la chef de la MONUSCO a lancé un appel à la désescalade face à cette situation. Elle a fait savoir qu'un calme relatif a été ramené. D'après elle, les efforts doivent se poursuivre pour en finir avec le M23. Cela passe par, premièrement, une réponse militaire ferme à toute provocation ou attaque. Une réponse politique où chacun s'engage de bonne foi. Une réponse opérationnelle enfin. La réémergence du M23 nous rappelle douloureusement l'urgence absolue de lancer l'opérationnalisation du programme IDRCS province par province. Bintou Keïta exhorte les Congolais à vivre dans l'unité. J'en appelle à la responsabilité de tous. Il est essentiel de trouver des solutions constructives et durables ensemble.
de neutraliser militairement le M23 et de retrouver le chemin de la confiance et du dialogue entre partenaires régionaux, j'exhorte aussi les Congolais à rester unis et à ne pas céder aux discours incendiaires. Selon la chef de la MONUSCO, plus de 70 000 personnes ont été déplacées depuis le début des hostilités entre le M23 et les FARDC. La MONUSCO dit soutenir le processus de Nairobi. En une année, sous les commandements du commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengelo Asséguin, la police a mené de nombreuses actions à Ituri pour traquer les fauteurs de troubles et des faits et sécuriser la population et ses biens en cette période de l'état de siège. La menace d'attaque qui pesait constamment sur la ville de Bunia avant l'instauration de ces régimes spéciaux a été écartée et s'est réjoui le commandant provincial de la PNC Ituri. En arrivant en Ituri, il y avait une forte criminalité urbaine. À Bunia, comme dans des grandes villes de l'Ituri, il fallait augmenter le nombre de patrouilleurs. Cela avec l'objectif d'avoir une présence accrue de nos membres de force de l'ordre dans la cité. Des exploits réalisés notamment grâce à la redynamisation de la police, confie le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengelo Asséguin. La confiance jadis brisée entre les forces de l'ordre et la population a été rétablie, ce qui a permis l'arrestation des plus de 64 criminels sur l'Assemblée de la province, déférés tous devant leur juge naturel. Dans ce lot-là, vous avez des Congolais et des étrangers, notamment des Ougandais, qui viennent opérer ici, se réfugient chez eux là-bas, ou les Sud-Soudanais. Mis à part ces actions, le numéro 1 de la police à l'Ituri a effectué plusieurs missions d'itinérance aux côtés du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, en territoire d'Ndjougou, Mahagi, Aru et Irumu, en vue de s'imprégner du fonctionnement de ces services. Des habitants de l'Ituri saluent le travail abattu par les policiers durant les 12 premiers mois de l'état de siège. Je remercie la police, je remercie les patrouilleurs. Je sais vraiment qu'ils sont en train de travailler durement, ils sont en train d'exécuter leurs travaux qui n'est pas facile. Je remercie grandement notre police. Notons que depuis l'instauration de l'état de siège, la police a apporté un appui détaillé aux forces armées dans la lutte contre les membres du mouvement insurrectionnel à Ituri. Des policiers ont été déployés dans plusieurs zones récupérées par les forces loyalistes des mains des rebelles pour y sécuriser la population et ses biens. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mardi 31 mai 2022 une réunion avec les deux comités en charge de préparatifs liés aux visites prochaines en RDC du souverain pontife ainsi que celle du roi Philippe de Belgique. Objectif, l'évaluation des avancées réalisées. Autour de la table, le ministre sectoriel responsable des différentes commissions ainsi que les experts auxquels le gouvernement a fait appel. Donc il était question de faire les points avec les différents membres de gouvernement responsables de commissions sur l'état des préparatifs. Je pense qu'avec les suivis qu'assure de manière étroite le Premier ministre, nous serons prêts à réserver au pape l'accueil qu'il lui faut dans les plus grands pays catholiques d'Afrique. En croire ceux en charge d'exécuter les travaux, plusieurs avancées ont été enregistrées à ces jours. La République va honorer les papes avec une des plus grandes tribunes jamais construites dans l'histoire de ces pays, qui fait presque 1400 mètres carrés. Donc il faudra faire un tour pour le voir. Et les travaux évoluent très bien. Et dans les jours à venir, nous allons encore multiplier les équipes pour que les délais tels qu'annoncés puissent être tenus. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, elles sont toutes dotées des moyens nécessaires pour pouvoir intervenir tant sur les voiries que sur les routes que va emprunter Sa Sainteté le Pape au cours de sa visite que nous attendons dans plus ou moins un mois. Pour rappel, le pape François quittera Rome pour la RDC le 2 juillet prochain et le roi Philippe, accompagné de la reine Mathilde, foulera les sols congolais le 7 juin prochain.
Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo a effectué une descente à l'aéroport de Ndolo, site retenu pour la messe solennelle du pape François à Kinshasa, pour en constater les avancées du travaux. Sur place, Monseigneur Donatien Chollet n'a pas manqué d'apprécier l'engagement et la détermination du gouvernement congolais dans les préparatifs de cette messe papale. Je suis content de voir que les travaux de la tribune, une tribune imposante de 950 mètres carrés, évolue bien. Ils ont fait un timing réaliste, ils travaillent jour et nuit. Toutefois, Monseigneur le Chapelain a tout de même exprimé son inquiétude suite au retard constaté dans la mise en œuvre de certains travaux. Mais je suis un peu préoccupé par d'autres aspects non moins importants. Il y a la régie des eaux par exemple qui doit mettre en place des fontaines pour servir des milliers de gens qui vont être là, mais aussi des fontaines qui vont servir à la population environnante après la visite du pape. Il y a la SNEL qui a encore à faire et jusque-là ils ne sont pas encore signalés. Le secrétaire général de la SENCO s'est félicité des dispositifs sécuritaires et environnementaux déjà pris. Il a appelé par ailleurs les fidèles à se faire enregistrer pour avoir une place lors de la célébration. Un journaliste est en prison. Il y a longtemps qu'on a entendu cela. Un journaliste est transféré à Makala par plainte d'un autre journaliste. Voilà qui sort de l'ordinaire. D'où l'indignation de ces groupes de journalistes rassemblés au sein du RAJEC. Avec la dernière énergie, nous réprouvons cette grave dérive et vilaine pratique qu'utilise ces messieurs pour jeter les journalistes dans la gueule du loup. Nous considérons qu'en prétextant une plainte devant les juridictions de droit commun à charge de M. Bouya pour le faire cueillir par des agents des services de sécurité, Sieur Israël Mutombo s'est comporté tel un loup qui rentre dans sa case pour en dévorer la confrérie. Plus grave, les donneurs de leçons violent quotidiennement l'éthique et la déontologie, se comportant en intouchables et se bombant le torse d'avoir des parapluies politiques puissants recrutés dans l'actuel pouvoir. Le RAJEC exige plus d'implication de la part de l'Union nationale de la presse du Congo. Par conséquent, nous nous insurgeons contre cette infiltration dans la corporation et exigeons du comité directeur de l'UNPC de prendre sous 48 heures à dater de ces jours la décision portant radiation de cet intrus qui n'a pas sa place parmi nous. La jurisprudence en la matière existe pour ceux qui se sont égarés avant lui en affichant ouvertement leur manque de solidarité. Rappelons que c'est depuis le lundi dernier que le journaliste Yves Bouya a été transféré à la prison centrale de Makala après avoir passé quelques nuits au parquet. Il a été arrêté sur une plainte de son confrère de Bossolo TV, Israël Mutombo, dit Sango. Des unités d'échographie, des couveuses pour nourrissons, de l'équipement respiratoire et un volume important d'équipements de protection contre la Covid-19. C'est en substance le don des équipements médicaux offerts par la Fondation Bralima à 4 hôpitaux de soins primaires de la République démocratique du Congo par le canal de la Fondation Mutombo Dikembe. Il s'agit de l'hôpital Biamba Marie Mutombo à Kinshasa, l'hôpital de Dipumba à Mbujimai, le centre médical presbytérien de Bibanga 2 et l'hôpital de Chikaji à Kananga. La remise de ces différents équipements estimés à près de 980 000 $ s'est déroulée ce mercredi 1er juin à l'hôpital Biamba Marie Mutombo en présence de représentants du gouvernement, de la direction de la Fondation Mutombo Dikembe, des directions des hôpitaux bénéficiaires ainsi que les représentants de la Fondation Coca-Cola. Le président de la Fondation s'est dit heureux de pouvoir apporter sa pierre pour le bien-être des Congolais. Dans mon pays natal, de voir ce que je peux faire à contribuer à la santé de mes frères et sœurs qui sont ici au pays. Parce qu'on dit dans la vie qu'on ne peut pas parler de développement d'une nation sans adresser les problèmes de santé de ce peuple. Alors,
ce qui est toujours resté comme vision et mission de la Fondation Mutombo Dikembe. Pour sa part, la représentante de Coca-Cola a appelé à la bonne gestion de ses équipements. La Fondation Dikembe a travaillé en groupe pour définir les hôpitaux qui avaient le plus besoin d'équipements en ce moment pour soutenir le personnel et les populations malades. Donc, le don qui a été fait aujourd'hui par la Fondation Coca-Cola à travers MedShare et à travers la Fondation Bralima est le dernier don d'une série de 3 dons qui ont été, qu'on a commencé à donner depuis l'année passée. On avait commencé à Lubumbashi et on termine aujourd'hui. Le secrétaire général à la santé, représentant le ministre tutelle, a rassuré de l'accompagnement du gouvernement congolais. Les hôpitaux qui ont été choisis au centre du pays, Chikaji, Lipumba et le troisième au Kasaï, effectivement le besoin pour nous est réel et c'est ce qui est fait là-bas va renforcer ce que le ministère et d'autres partenaires, nous sommes en train de travailler. Signalons que ce don a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation Coca-Cola ainsi que de MedShare, organisation humanitaire et partenaire de la Fondation Coca-Cola, qui est le dernier d'une série de 3 estimée à une somme d'environ 2 millions de dollars destinée à soutenir les systèmes de santé locaux et communautaires. Ça n'a pas bon, papa. Convergence et divergence scripturale et thématiques dans l'œuvre romanesque de Charles Djungu Simba, Prosper Gubarika Valena, approche stylistique et sociocritique, tel a été le sujet de la thèse de doctorat soutenue par le chef des travaux Séverin Bamani Mobélier à l'Université pédagogique nationale UPN. Dans la salle, de membres des familles, amis et connaissances du récipiendaire, mais aussi quelques personnalités des différents bords. Durant environ 1 heure, le chef des travaux Séverin Bamani a devant son jury établi plusieurs éléments de comparaison que regorgent les œuvres littéraires publiées par ces 2 professeurs de l'IPN. Après soutenance, puis vint le moment où le jury, après débat et délibération à huis clos, se sont prononcés. Ainsi, le titre de docteur en lettres et civilisation française est décerné à Séverin Bamani. Une réussite qui constitue un motif de satisfaction pour les concernés qui justifie la motivation de thèse par le souci d'améliorer les niveaux dans la littérature des étudiants. Il se pose un problème d'écriture. Les gens ne savent pas écrire. Les gens ne savent pas parler. Mais la parole et l'écriture passent par le texte, par la beauté des textes. Donc, ma modeste contribution, c'est de permettre aux jeunes chercheurs, aux étudiants en journalisme et en littérature, l'aspect de l'écriture. Comment arriver à rédiger, comment arriver à exprimer sa pensée par écrit ou à l'oral. Pour la petite histoire, le désormais docteur Séverin Bamani fut un ancien correspondant de RFI en Kinshasa, coordonnateur adjoint de la presse présidentielle Sokabila, mais aussi ancien secrétaire général administratif de l'UPN. Les léopards de la République démocratique du Congo se rangent déjà en ordre des batailles en perspective des matchs des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mardi 31 mai au Stade des Martyrs, les fauves congolais ont effectué, sous l'égide du sélectionneur national Hector Raoul Cooper, leur première séance d'entraînement. Séance essentiellement axée sur les exercices physiques et quelques conduites des balles, histoire d'être déjà sur pied avant la réception des Gabons ce samedi. Mauvais feuilleton du mondial tourné, les Léopards comptent aborder avec un tout autre esprit ces premiers matchs des éliminatoires de la CAN. Ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant, on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. C'est le coach de voir ce qui doit changer, ce qui doit améliorer. Après voilà, nous on est conscients de ce qui s'est passé au Maroc. Donc
On sait qu'il y a des choses qui doivent être faites différemment, mais ça doit être vu en privé et donné sur le terrain. Le Gabon, que ce soit une autre équipe en face, nous on doit faire bon visage pour les débuts de cette compétition et peu importe l'adversaire à côté. Au total, 28 joueurs de champ et 3 gardiens de but ont pris part à cet entraînement, dont Joël Kiasumboa, Mesha Kelia, Niskanske Bano, Samuel Mutusami, Ben Malango, Jackson Mouleka et autres. Est-ce que tu vois le niveau de la préparation du Gabon? Samedi 4 juin 2022, jour du match prévu entre la RDC et les Gabon dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Dans les soucis de motiver les fauves congolais qui ont débuté leur préparation, le ministre des Sports Serge Kondé a tenu à assister personnellement à la première séance d'entraînement au stade des Martyrs de la Pentecôte. Porteur d'un message de soutien du président de la République au Léopard, le numéro 1 des sports en RDC a motivé l'équipe. Nous sommes venus apporter le message d'encouragement à nos vaillants léopards et leur demander de retrousser les manches parce que le Gabon n'est pas un petit adversaire. On néglige personne. Nous sommes là pour nous entraîner, nous préparer à affronter les Gabonais et prendre nos premiers 3 points ici au Stade des Martyrs. S'agissant de la question des primes au Léopard, Serge Kondé n'est pas allé parler de la cuillère. Écoutez, on ne parle pas prime, parlons football. Parce que quand on parle prime, demain ça sera on a donné, on n'a pas donné, voilà, il y a eu des escrocs, ceci, cela. Non, non. Nos joueurs ne viennent pas ici chercher des primes. Ils viennent parce qu'ils doivent mouiller le maillot, hisser très haut le drapeau de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour l'honneur et la fierté de la RDC et non pour la prime. Ces joueurs ont suffisamment de moyens, ils viennent des grands clubs où ils sont suffisamment rémunérés, ils ne viennent pas ici chercher de primes. Donc... Quelques professionnels des médias venus assister à cette séance d'entraînement n'ont pas manqué de livrer leurs analyses sur l'effectif de l'équipe nationale de la RDC dans sa nouvelle ossature. Il y a un adage qui dit à quelque chose malheur est bon. C'est peut-être une occasion pour ceux-là qui n'ont jamais été convoqués en équipe nationale de briller, de montrer de quoi ils sont capables. Parce qu'aujourd'hui, la RDC est sur plusieurs fronts. Il y a les éliminatoires à la CAN, il y a aussi les éliminatoires au championnat d'Afrique des Nations. Donc c'est pratiquement 2 miroirs pour les footballeurs congolais, que ce soit ceux qui évoluent au pays ou encore ceux qui évoluent en dehors de la République démocratique du Congo. Il y a des joueurs qui ont été rappelés pour la première fois, qui doivent chercher à se confirmer et à montrer à la face du monde que si les Bakam ou les Mbokan ne sont pas là, nous pouvons faire quelque chose. Donc c'est à eux de nous prouver qu'ils n'ont pas été rappelés par hasard dans cette sélection. Ça sera à huis clos qui va se jouer ce samedi 4 juin à 17 h à Kinshasa, la rencontre RDC-Gabon. Fin de cette édition d'information, merci de l'avoir suivi.